Salam alaikum. Alors, merci M. Debar. Monsieur le ministre, honorable assistance, mesdames et messieurs, chers étudiants, j'ai l'insigne honneur de modérer cet atelier qui est consacré à l'avenir, c'est-à-dire à la jeunesse, puisque la jeunesse est la cible privilégiée de tous les programmes, et notamment de ce programme de la lutte contre la corruption. Et à cette occasion, je voudrais féliciter les organisateurs pour le choix de cette thématique et pour le ciblage. D'autant plus que tout le monde sait maintenant que malheureusement, il faut le dire malheureusement, les pouvoirs publics dans tous les pays du monde semblent être soit débordés, soit dépassés par les événements dans ce domaine. Heureusement que la société civile prend la relève, elle prend le relais pour combattre ce phénomène. Et l'espoir va venir de là. La société civile semble être la mieux indiquée au niveau mondial maintenant pour assurer cette tâche, la tâche de faire des propositions pour lutter contre la corruption. Évidemment, lutter contre la corruption ne va pas être une chose facile. Il y a des lois, il y a des décisions, il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de décisions qui sont prises, mais malheureusement, on a l'impression que le phénomène ne fait que s'aggraver. Et il est évident qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, on le sait tous, se situe au niveau de l'éducation. La lutte contre la corruption doit commencer à l'école. Je dis bien à l'école pour ne pas dire à la crèche. Ensuite, au sein de la famille. Et par la suite, au niveau de l'encadrement de la jeunesse au sein de la société, à l'université, dans la société, dans les différentes sphères. Et par la suite, quand on est déjà responsable, à la limite, c'est un peu tard, et même trop tard. Et je vais vous donner un exemple très simple. Un élève ou un étudiant qui triche à l'examen, on a parfois l'impression, dans le monde entier, de banaliser ce phénomène. Il est gravissime. Parce que ce jeune qui passe l'examen aujourd'hui et qui triche, et qu'on le laisse tricher, il est le futur responsable. Il est le futur ministre, le futur ceci, le futur directeur général, le futur ceci. Et donc, comment voulez-vous que ce jeune puisse faire confiance au système? Comment voulez-vous qu'il ait le moindre respect pour le système? Et c'est la raison pour laquelle le ciblage de la jeunesse est une excellente idée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'espoir que la société civile puisse prendre ce dossier en main. Je parle de la société civile au niveau du Maroc. Nous avons maintenant notre instance nationale de la lutte contre la corruption, relayée évidemment et consolidée par le tissu associatif. Il y a Stop Corruption en France, relayé par un certain nombre d'associations. Au niveau mondial, il y a des organismes de cette nature. Il y a moyen de voir tout ce monde, évidemment, s'entourer autour de ce phénomène, de consolider, de coopérer pour renforcer la lutte. Parce qu'au niveau des pouvoirs publics, je vous le dis encore, les pouvoirs publics sont dépassés. Sont dépassés et les jeunes présentent l'espoir. Ils représentent l'espoir dans ce domaine. Pourquoi encore les jeunes? Tout le monde sait que les réseaux sociaux, aujourd'hui, occupent une place de plus en plus importante dans ce domaine. Et les réseaux sociaux sont le b.a.-ba aujourd'hui, tout le monde le sait, les jeunes sont aujourd'hui très, très intégrés, ils sont très, très à l'aise dans les réseaux sociaux. Ben, il faudrait que ces jeunes, à partir des réseaux sociaux, commencent déjà à faire de ces réseaux sociaux un espace de médiation, un espace de pédagogie, un espace de transmission de messages dans ce domaine, de lutte contre la corruption. Parce que sinon, on va attendre que des lois se fassent, des décrets sortent, des arrêtés sortent, et on ne change pas une société par décret. Ça se change, il y a le changement, ne peut arriver que par la pratique de l'éducation, de la formation et de l'encadrement. Et c'est à ce niveau que les universités comme la nôtre ici sont des universités qui, quand elles intègrent dans leur module de formation, pour l'école de droit par exemple, tout ce qui est éthique, tout ce qui est déontologie, évidemment ça peut promouvoir la chose, mais aussi il faut promouvoir l'exemplarité.
il faudrait que chacun de nous, et ça a été dit par l'un des intervenants de tout à l'heure, il faut que chacun de nous donne l'exemple à ses enfants, l'exemple à ses étudiants, l'exemple à ses collègues. Et ça ne peut se faire que de manière progressive, de manière pédagogique et de manière soft. Parce que ça, c'est le soft power qui peut, évidemment, faire face à quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau du pouvoir public. Je vous le dis, au niveau mondial, vous voulez attaquer la petite corruption et vous entendez dire qu'il y a Wikileaks qui sort des papiers qui disent des choses incroyables. Et puis par la suite, vous voulez vous intéresser à des choses au niveau d'une petite administration et vous avez les Panama Papers qui vous sort évidemment une liste de choses, d'informations qui perturbent les jeunes. Les jeunes, quand ils sont perturbés, ils risquent de perdre confiance. Et quand ils perdent la confiance, ils refusent d'aller voter, ils refusent d'adhérer à un parti politique, ils refusent de participer avec vous. Et c'est cela qu'il faut éviter. Et ça ne peut se faire que de manière préventive et par l'éducation. Alors, parce que justement l'éducation concerne les jeunes, notre panel va s'intéresser à cela. Et je voudrais d'abord remercier nos panélistes, je vais les remercier et les présenter. Nous avons M. Jamel Moussaoui, qui est le représentant de notre instance de la lutte contre la corruption, Madame Hanan Ghrabi, qui est notre collègue professeur à l'école de droit, ici à l'UR, et M. Fadiga, qui est le... Ah, ça c'est très significatif. et M. Fadiga, qui est lauréat de Sciences Po, il est étudiant en deuxième année master à l'Institut d'études politiques, toujours à l'UR. Alors, je vais leur donner la parole respectivement, 10 minutes chacun, l'arrêt connu, et puis par la suite, on passera au débat. Merci, c'est monsieur. Pardon, nous avons également, il n'est pas là, mais il va intervenir, M. Barre vient de le dire, nous avons un intervenant, M. Rufus Ado Mayakpor, qui va faire une intervention vidéo. Et il est empêché, il n'a pas pu venir, il n'a pas pu nous rejoindre. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis content de participer à l'animation de cet atelier consacré à la jeunesse. Pour un homme, pour une personne de 53 ans, donc parler de la jeunesse, c'est parler des rêves et des ambitions qui persistent toujours et en espérant toujours les réaliser. Donc, mon intervention est structurée autour de deux questions. Un pourquoi et un comment. Pourquoi le rôle de la jeunesse est important et comment encourager ces jeunes à s'impliquer davantage dans le changement. Donc, c'est la question de cette confiance évoquée durant le premier atelier. Donc, les jeunes se définissent par leur tranche d'âge, mais également et particulièrement par leur énergie impressionnante et leur volonté inlassable pour le changement et l'innovation. Ils sont toujours présents dans la dynamique sociale et les mouvements visant le changement et la transition vers un développement soutenu et durable en tant que citoyens ordinaires, en tant que chercheurs, électeurs et futurs dirigeants et publics et chefs d'entreprise. Cette présence, comme il a été dit, donc, s'est vue accélérer plus encore avec l'avènement des réseaux sociaux et il se traduit par des opinions, des revendications et des appels à la mobilisation collective. Le printemps arabe est l'un des exemples les plus emblématiques de cette implication des jeunes et dans les mouvements sociaux. En revanche, la soif des jeunes pour l'innovation et leur volonté d'agir avec enthousiasme doivent être canalisées pour optimiser cette énergie et cet engagement afin qu'ils puissent, les jeunes, participer pleinement à l'amélioration de la vie des citoyens et au développement de la société, y compris à travers, bien sûr, des actions qui visent la lutte contre la corruption et dans ses différentes formes et manifestations. Dans ce sens, les pouvoirs publics sont appelés à instaurer les fondements nécessaires pour assurer cette implication durable de la jeunesse, et il passera par une reconnaissance d'abord de l'importance de la contribution des jeunes dans les projets qui visent
l'épanouissement de la société par l'adoption de mesures permettant à cette population la possibilité de déployer son énergie, notamment en matière de lutte contre la corruption, parce qu'on parle, cette conférence est consacrée à la gouvernance et à la lutte contre la corruption, d'une manière efficace en termes d'impact et sur les comportements et sur les mentalités qui tendent souvent vers une résistance à tout mouvement de changement. La Constitution marocaine, pour parler de cette implication, adoptée en 2011, prévoit des dispositions relatives à la participation citoyenne et à la démocratie participative, offrant ainsi aux citoyens, y compris bien sûr les jeunes, la possibilité de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Ces dispositions ont donné lieu à l'adoption d'un certain nombre de textes juridiques, notamment les lois organiques relatives aux pétitions, aux motions dans le domaine législatif, aux régions et aux collectivités territoriales, ainsi que la loi relative à un conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Mais dans le souci d'optimiser cette participation citoyenne en matière de lutte contre la corruption, qui est le sujet de notre atelier, la participation des jeunes, en plus des textes juridiques et des efforts des pouvoirs publics, les autres forces vives de la société sont appelées également, dans le cadre d'une complémentarité productive, à concevoir et mettre en œuvre des actions ayant pour objectif la mobilisation des jeunes. On parle évidemment des partis politiques, des associations du secteur privé, de l'université et des organisations de la société civile et des partis politiques. Donc, ils sont importants. Ces actions, des différentes actions, doivent viser à la fois la reconnaissance des jeunes, du rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption et la reconquête de leur confiance. Donc, cette question de confiance qui est revenue à plusieurs fois dans les interventions précédentes ainsi que dans l'introduction de M. Mzouri. Donc, la reconnaissance du rôle des jeunes aidera la jeunesse à se libérer et à libérer leur potentiel en énergie innovante et croîtra leur engagement et leur enthousiasme. La confiance constitue l'élément clé pour l'implication effective dans le processus de changement, ainsi que pour un éventuel soutien des efforts déployés par les différents acteurs. Maintenant, pourquoi cette question de confiance dans des jeunes et dans les jeunes est assez importante? Parce qu'actuellement, les rapports des organisations internationales relèvent, suite aux enquêtes et aux sondages d'opinion, il y a un déficit énorme de confiance dans les institutions, que ce soit administratives, dans les partis politiques, même dans les ONG, les organisations de la société civile. Par exemple, dans le baromètre africain de 2019, il y a 36 à 39% des citoyens africains qui n'ont pas confiance à l'institution du Parlement, 20% dans la société civile et 22% dans les chefs et les personnalités religieuses. Pour remédier à ce déficit de confiance, remédier à ce déficit de confiance exige une vision axée sur deux dimensions. Un, la transmission des valeurs positives de la société. Deux, la connaissance objective de la réalité en matière de lutte contre la corruption. Ces deux dimensions encourageront davantage l'implication et l'engagement des jeunes. La transmission se concrétise à travers plusieurs canaux, comme il a été dit. Donc, il y a la famille, l'école, les associations, les partis politiques et l'encadrement de ces jeunes lors d'accès à un poste de travail et dans les programmes de la formation continue. Donc, il s'agit d'un processus de sensibilisation et d'apprentissage qui s'inscrit dans le temps et ne s'achève jamais, afin que les jeunes générations s'approprient des valeurs susceptibles de maintenir la cohésion sociale
et la solidarité au sein de la société et consolider le changement souhaité vers une société développée, intègre, transparente, où les droits les plus élémentaires sont respectés. Parmi les conditions de réussite de cette transmission, on peut citer deux. Une, les jeunes devront être impliqués au quotidien dans les activités consacrées aux aspects relatifs à la lutte contre la corruption et aux questions liées à l'éthique, à l'intégrité, à la transparence dans la gestion publique. Deux, aider les jeunes à corriger les idées reçues sur le phénomène qui semble parfois normal et accepté par la société en mettant en avant surtout les bons exemples en matière d'intégrité et de refus de la corruption, qu'il s'agisse des personnes ou des comportements. Pour ce qui est de la connaissance objective, il contient au moins deux axes. D'abord, faire connaître aux jeunes les dégâts colossaux causés par la corruption, aujourd'hui comme dans le passé, sur la vie quotidienne des citoyens et sur le développement, notamment dans les pays souffrant d'insuffisance de ressources et qui ne parviennent pas à répondre aux attentes de leur population dans les domaines social, économique, ainsi qu'en matière d'accès aux droits. Le deuxième axe, c'est mettre en avant les efforts fournis par les institutions chargées de la lutte contre la corruption. Donc, faire connaître ces efforts reste indispensable, malgré toutes les insuffisances qu'on peut constater dans les différentes stratégies et mesures adoptées pour lutter contre la corruption. Ces insuffisances, une fois relevées, connues et analysées, ils peuvent être corrigés entièrement ou partiellement, d'un coup ou graduellement par les gens futurs dirigeants et responsables pour d'un côté atteindre de meilleures performances et d'autres gagner le combat contre ce phénomène. Merci. Merci Sim Moussaoui pour cette brillante contribution. Alors, le panéliste suivant est M. Rufus Adomayapor. Il est chargé de conformité à Solaris Bank. Et il va intervenir en visioconférence. Voilà, il est là. Parfait. Bonjour à tous, je suis Rufus Adomayapor. Je suis chargé de conformité chez Solaris Bank avec un parcours essentiellement juridique. J'ai été diplômé il y a 1 an en conformité et gestion des risques à l'ESSELSCA Business School. Alors, je suis féru des questions de conformité et de lutte anticorruption en Afrique spécialement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à participer à cet événement ô combien important. Et je tiens à réitérer mes remerciements à toute l'équipe organisatrice pour l'invitation. Alors, pour moi, ce thème est un tout, en ce sens que il contient en lui-même et la question et la réponse apportée. L'Afrique, prévenir et lutter contre la corruption est effectivement un défi pour le développement du continent africain et une réponse aux attentes légitimes de la jeunesse. Pourquoi? Alors, pour revenir à notre sous-thème, si je peux me permettre, pourquoi l'Afrique, pourquoi la jeunesse africaine doit être à la fois cible et actrice des stratégies de lutte anticorruption? Alors, je me permets de recentrer le débat sur l'Afrique. Si l'on regarde les multiples effets néfastes de la corruption, à savoir une démocratie bafouée, une croissance économique mise à mal, un gaspillage des compétences et des ressources, on se rend facilement compte que l'Afrique, en tout cas la jeunesse africaine, doit se prendre en main. Il faut qu'elle prenne en main son destin. Pourquoi? L'Afrique aujourd'hui a une population majoritairement jeune. Et selon l'Agence française de développement, en 2050, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y aura plus de jeunes qu'aujourd'hui. Et il est plus qu'urgent de sonner l'alarme parce que plus nous traînons et plus la corruption et ses effets gangrènent notre société, nous ne faisons que perdre
La jeunesse africaine aujourd'hui doit pouvoir prendre en main son destin. Il faut qu'elle fasse en sorte que la corruption soit bannie ou en tout cas ne soit plus généralisée en Afrique. Pour que cela arrive, il faut qu'elle puisse chercher à se documenter, à comprendre comment et pourquoi est-ce que la corruption a atteint ces extrêmes, a atteint ce niveau-là en Afrique, afin de pouvoir proposer des solutions, mettre en œuvre ces solutions et derrière assurer un suivi. Donc, proposition de solutions mise en œuvre et suivi du plan d'action aussi, si je peux le dire ainsi. Mais avant tout ceci, en amont, il faut une réelle volonté des politiques. À partir du moment où il y a une réelle volonté des politiques, je pense que toutes les mesures qui pourront être prises, qui pourront être proposées, seront plus facilement mises en œuvre. Et j'ai envie de croire que l'organisation de cette conférence de qualité à laquelle participent bon nombre de hauts dirigeants africains est déjà la preuve qu'il y a une réelle mise en marche des process anticorruption. Et donc, pour citer quelques propositions que je souhaiterais voir appliquées en Afrique afin de lutter contre la corruption et de l'éradiquer complètement, je m'en vais citer quelques-unes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons déjà que la corruption existe en Afrique. Nous voyons ses effets néfastes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité, concrètement? Que faut-il faire? Je pense qu'il faut passer par la sensibilisation. C'est une proposition de solution qui revient de manière générale dans toutes les propositions dès qu'il s'agit de lutte anticorruption, parce que ça marche. La sensibilisation est de loin pour moi, en tout cas, l'outil le plus efficace. Et quand moi je parle de sensibilisation, j'aime bien prendre l'exemple de cet enfant qu'on amène à l'école, à qui on apprend à marcher, à écrire, à lire, à dire bonjour, à dire bonsoir, et qui grandit, à qui on inculque des valeurs et qui grandit avec tout au long de sa vie. Et donc, moi, j'aimerais en tout cas que cette sensibilisation-là puisse prendre ses extrêmes. Il faudrait que la sensibilisation puisse aller dès le bas âge, puisse commencer dès le bas âge, afin que les plus petits puissent grandir avec ces valeurs-là, de dire non à la corruption. Pourquoi? Parce que elle est nuisible, elle est néfaste et elle ne profite à personne, sinon à un petit nombre de personnes. Et donc, aujourd'hui, nous, jeunesse africaine, avons l'obligation de sensibiliser et les plus petits, et nous-mêmes entre nous, mais également les plus grands. Parce que dans 15, 30 ans, nous serons toujours là, nous, jeunesse africaine actuelle, sera toujours là, nous serons toujours là. Et la petite enfance d'aujourd'hui sera jeunesse africaine. Et donc, dans 30 ans, si nous ne voulons plus subir les effets néfastes de la corruption, c'est à nous de dire non dès maintenant, parce que le boom démographique qui arrive est à deux tranchants. Soit il est bénéfique pour nous, jeunesse africaine et l'Afrique tout entière, soit elle sera plus néfaste que jamais. Parce que si la corruption est généralisée, alors je ne vois pas je ne vois pas comment est-ce que nous pourrons faire pour l'éradiquer complètement. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus que temps que les mesures qui sont déjà mises en place et qui sont vraiment saluées par tous soient renforcées, soient multipliées. Il faut que la sensibilisation atteigne des extrêmes. Pour moi, il faut parler d'anticorruption partout. Et en parlant d'anticorruption, il faut présenter le côté néfaste de la corruption à côté de ce que nous pourrions gagner, nous pourrions avoir en ne pratiquant pas la corruption, en refusant d'être corrompus. Et donc, à côté de la sensibilisation, je pense au processus, au dispositif de dénonciation des faits de corruption. Et là, j'entends par là la petite et la grande corruption. Ces dispositifs-là sont déjà mis en place dans certains pays que je connais. Et je pense que c'est très salutaire. Et je pense qu'il faudrait
que ce soit beaucoup plus efficace que ce ne l'est déjà. Aujourd'hui, j'ai peur que l'on constate un jour que dénoncer, ou en tout cas vouloir dénoncer un fait de corruption ne soit plus automatique. J'ai peur que pour la jeunesse africaine, quand il y a un agent quand il est témoin d'un fait de corruption, ils se disent non, je ne vais plus le dénoncer, enfin, je ne vais rien faire, je passe mon chemin parce que de toute façon, rien n'est fait. De toute façon, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut essayer de bannir. Et ça, je pense que nous, jeunesse africaine, devons faire en sorte que les politiques puissent augmenter, en tout cas, la cadence à laquelle les dispositifs de prévention et de punition des faits de corruption soient plus mis en œuvre et partout, dans tous les milieux, que ce soit dans les villes ou dans les villages, dans les milieux reculés. Il faudrait que la sensibilisation puisse aller partout et que ces dispositifs de dénonciation, la mise en place de numéros verts, soient accessibles à tous. Et aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux est pour moi de loin la manière la plus facile de diffuser les effets, ou en tout cas de parler de sensibilisation contre la corruption. L'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui est un excellent canal pour que la corruption soit mise à mal. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonne conférence. Bonjour à tous, je suis Rufus Adomé Akbor. Je passe d'abord pour le... Bonjour. Excellences, chers messieurs, dames, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être au sein de cet événement d'envergure internationale sur la lutte contre la corruption, une thématique chère dans nos sociétés, partout dans le monde. Et je n'ai pas trouvé mieux pour commencer ce discours qu'une citation de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue le 2 juillet 2018 à Nouakchott et dont les travaux ont tourné sur la lutte contre la corruption et dans laquelle le souverain met en lien la priorité politique de lutte contre la corruption et son lien indéfectible avec l'épanouissement de la jeunesse et avec le développement de nouvelles opportunités pour les jeunes et l'accès à l'égalité des chances. J'ai décidé d'intituler mon intervention « La formation anticorruption pour les juristes comme vecteur de changement des mentalités », puisque aujourd'hui, on sait très bien que les sanctions, les lois ont été adoptées au Maroc, qu'elles sont accompagnées d'une forte volonté politique du roi et de toutes les institutions publiques. Le souverain le réitère à plusieurs reprises dans ses discours. On a les lois qu'il faut, la législation est suffisante, les institutions constitutionnelles font un effort incroyable en matière de mise en œuvre des lois qui contiennent des dispositions sur la bonne gouvernance, mais à côté de cela, il faut bien sûr que l'éducation et la sensibilisation soient un effort constant et accru dans nos écoles et dans nos universités. Afin d'être pragmatique et de respecter le temps qui m'est imparti, j'ai choisi comme angle d'attaque de vous parler des enseignements anticorruption au sein de l'école de droit, puisque je suis professeur à l'école de droit de l'Université internationale de Rabat. Donc, la lutte anti-corruption est enseignée à travers différents modules dont
notre programme licence droit des affaires et nos masters droit des affaires et fiscalité, juriste d'affaires internationales également, à travers une approche multidisciplinaire, parce que le phénomène est à plusieurs facettes. Aujourd'hui, on a différents actes de corruption dans la vie pratique, ce qui nécessite donc une approche dynamique et à multiples volets. Et on a choisi à bon escient, parce qu'on a une pédagogie très dynamique, de en fait refléter dans nos enseignements les principes de l'UNESCO de 1996. Ces principes édictent une pyramide de savoirs interdépendants entre eux. Premièrement, le savoir qui s'apparente à des connaissances techniques, et deuxièmement, le savoir-faire, troisièmement, le savoir-vivre ensemble, et en dernier lieu, le savoir-être. C'est ce que nous essayons d'intégrer dans notre programme à l'école de droit de différentes manières. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment on met en œuvre cela. Apprendre à connaître chez nous à l'école de droit passe bien sûr par le fait de donner à l'étudiant tous les outils juridiques nécessaires pour comprendre les phénomènes de corruption. On a des enseignements de droit public, de droit des affaires, de droit privé qui intègrent des parties entières sur la lutte contre la corruption. On enseigne l'éthique, comme on enseigne les langues, comme on enseigne la méthodologie juridique, parce qu'on a bien compris que l'origine de la corruption n'est pas l'argent facile, mais la cupidité de l'homme. Et donc, on travaille sur le changement de mentalité. On fait en sorte à ce que nos futurs avocats, juristes, conseillers juridiques puissent ressentir de la gêne quand ils voient un acte de corruption, quand ils sont concernés par la corruption et développent un signe de protestation. Donc, on éduque aux droits humains de façon générale, puisque le fait de savoir que le droit d'accès à l'éducation, le droit d'accès à la santé, le droit d'accès à l'information publique récemment doit être transparent, doit se passer dans un climat de confiance entre l'administration et les usagers. C'est pour ça que les modules qui ont trait au développement de cette thématique-là sont très importants dans notre cursus. Deuxièmement, on développe l'étude de toutes les infractions qualifiées de corruption dans notre droit, les conflits d'intérêts, le trafic d'influence, la corruption au sens strict du terme, la concussion, le délit d'initié à travers les matières à volet financier, dans le droit bancaire, dans le droit des assurances, afin de donner une idée globale de tout le phénomène anticorruption et comment il est articulé dans notre droit. À côté de cela, il y a toutes les matières de droit public qui visent à traiter de la moralisation de la vie publique, de la transparence dans la gestion de l'impôt, du principe de la reddition des comptes à travers le droit financier, le droit des finances publiques, le droit administratif, etc. Mais, et encore plus important, la sensibilisation à la culture de compliance fait partie d'un enseignement transverse dans nos matières, puisque aujourd'hui, on parle énormément de la compliance. La compliance prend une envergure internationale et on peut se ravir aujourd'hui de constater que nos entreprises, après des études de recherche très poussées, sont presque généralement compliant, adoptent parfois volontairement des chartes éthiques, des guides de conformité, des guides RSE, ils les intitulent différemment, mais l'esprit de tous ces documents qui relèvent du droit mou et l'éthique des affaires et bien sûr la lutte contre la corruption. Et même l'UIR l'année dernière a élaboré avec le Conseil de la concurrence à travers son école de droit un guide de conformité pour les entreprises afin de les sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière de droit de la concurrence. Deuxième volet du savoir qu'on traite à l'école de droit, deuxième palier du savoir, c'est le savoir-faire. On essaye d'insister sur les soft skills pour que nos étudiants puissent traduire ces enseignements de façon pratique avec un esprit de discernement. Et à ce sujet, on a bien sûr un club de jeunes juristes, on a des activités para-académiques qui visent vraiment à développer chez l'étudiant des compétences psychosociales qui vont au-delà
de l'apprentissage strict, parce qu'on ne veut pas des futurs juristes qui appliquent mécaniquement la loi, mais qui comprennent l'esprit de la loi, qui développent de la réflexion, etc., et des déclics de citoyens responsables. Troisième palier interdépendant du deuxième, c'est le savoir vivre ensemble. Nos étudiants vivent dans un contexte magnifique dans lequel l'université respecte les principes académiques universels de respect de la propriété intellectuelle, rigueur, discipline, transparence dans la gestion des projets, transparence à tous les échelles, et cela ne peut qu'impacter les étudiants qui, lors d'événements comme ça, peaufinent ces valeurs en échangeant avec le monde économique, avec nos intervenants qui viennent de la société civile, des institutions constitutionnelles, etc. Les étudiants comme ça construisent une certaine identité et baignent dans un environnement qui y est transparent et qui est propice par la suite au développement de bons réflexes dans leur vie pratique et personnelle. Dernier palier, c'est le fait d'apprendre à être. Le fait d'apprendre à être passe bien sûr par le fait, après avoir développé tous ces savoirs, le fait de prendre des décisions éthiques, puisque quand on a tout ce bagage, on est censé, bien sûr, adopter des comportements responsables, on est censé remettre en cause certaines pratiques, et cela va leur servir à l'avenir, puisque la corruption est aujourd'hui multiforme, ne cesse de changer de forme, et ils sont appelés encore à développer leur esprit critique pour avoir des positions intéressantes, surtout suite à la mondialisation, suite aux nouvelles pratiques qui se sont développées avec la pandémie. Nos étudiants, je pense qu'ils auront assez l'esprit malléable et critique pour répondre à tous les défis. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci, Madame Professeur Rabi, pour cette intervention savante et riche. Donc, je donne tout de suite la parole à Monsieur Fakdeba. Allez-y, pour gagner du temps. Et merci, Monsieur le modérateur, pour la parole. Et avant tout, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et tout protocole observé en vos grades et en respectés, j'aimerais commencer mon propos avec le constat qui a été dressé hier par tous les panélistes qui sont passés. Le constat, il est clair, la corruption est un frein au développement et il touche presque tous les pays africains. Hier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son discours, parlait de 150 milliards de dollars en termes de ce qui est en termes d'impact financier, de coûts financiers, ce qui représente à peu près 6% du PIB du continent africain. C'est dire à quel point c'est tellement énorme. Donc, et face à ce constat et la prévalence du taux de corruption observé ces dernières années, on a compris à quel point il était urgent de repenser à des stratégies et des mesures de lutte contre la corruption et à quel point il fallait penser à des mécanismes pour limiter l'impact de cette corruption, non seulement sur les citoyens, sur les politiques publiques, sur les entreprises également. Ça a été évoqué hier. Les entreprises qui sont pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. Et donc, face à cela, face à ce défi, nous avons vu partout dans le monde, que ce soit au Maroc ou bien que ce soit partout en Afrique, l'émergence des plans nationaux de lutte contre la corruption, des politiques nationales, des stratégies de lutte contre la corruption, et qu'on a pu voir partout ailleurs. Mais la caractéristique principale de ces stratégies, si vous remarquez bien, tel que ça a été évoqué hier, durant tous les débats, il y a un zoom particulier sur la jeunesse en fait. La jeunesse est au centre de tout ce qui est décidé en termes de stratégie de lutte. Et donc ce matin, c'est vrai que les débats hier, on a beaucoup parlé de cette jeunesse, elle qui porte les espoirs de tout un continent. J'ai lisé la dernière fois, comment l'appelle-t-on, un article de l'UNICEF, où on a titré, on dit l'Afrique 2050, jeune, optimiste, avec une réserve, avec beaucoup de réserves. Donc, c'est dire à quel point on construit cette Afrique qui est jeune et qui a beaucoup de choses à offrir. Donc, j'aimerais juste dresser un ou deux tableaux de cette jeunesse qui représente un véritable potentiel, que j'ai titré la jeunesse africaine symbole de richesse et de grandeur. Et en se basant sur les tendances actuelles et avec le rapport Génération 2030 de l'UNICEF, nous voyons que en 2050 ou en 2055, soit dans 35 ans, l'Afrique, ça fait 1,8 milliard de naissances. Et on voit aussi qu'en 2050 ou en 2055, également, ça fait 1 milliard de personnes âgées de moins de 18 ans qui vont s'ajouter. Et on voit aussi qu'avec ces perspectives de 2050, en se basant sur les tendances actuelles, l'Afrique
Et la population actuelle du continent africain va doubler pour s'établir à peu près à 2,4 milliards, et soit le double de la population actuelle. Et également, le dernier chiffre que j'aimerais évoquer, c'est cette perspective qui énonce aussi qu'en 2050 ou en 2055, l'Afrique va abriter 1 habitant sur 4 au monde, ce qui représente à peu près 40% de la population âgée de moins de 18 ans, cette jeunesse dont on parle. Et effectivement, j'ai pensé qu'il était intéressant de montrer en termes de statistiques, en termes de chiffres. C'est vrai qu'on a cette tendance à dire que les chiffres n'expliquent pas tout, mais pour moi, ils révèlent un état de fait qui mérite qu'on pousse réflexion là-dessus. Et une fois que j'ai dit cela, je pense qu'à travers ces chiffres, c'est cette jeunesse qui est considérée comme dotée d'une capacité à transformer le monde, cette jeunesse qui est caractérisée par cette force nouvelle, cette force vive, cette jeunesse et pour parler comme Natacha Van, la représentante du PNUD au Madagascar, qui dit la jeunesse est une force positive capable de transformer de façon positive les changements novateurs. Et donc, ça comprend tout cela. Pour moi, ça se résume en cette citation, pour dire que le potentiel de la jeunesse n'est plus aujourd'hui à démontrer. Elle est aujourd'hui également considérée comme la force vive de toute société civile, elle qui est caractérisée également par cette diversité de perspectives, cette diversité de motivation et cette diversité de pensée. Vous voyez clairement que cette jeunesse, ce premier tableau que je viens de dresser, cette jeunesse avec d'énormes potentialités qui représente la nouvelle classe dirigeante des chefs d'entreprise, de la société civile, cette jeunesse qui est l'espoir de tout un continent, cette jeunesse qui donne beaucoup d'admiration, qui donne envie aux octogénaires de réduire leur âge, de revenir dans leur jeune âge. Et dans ce même temps, ce que j'appelle vulnérables, victimes, complices et parfois actrices de cette corruption. C'est là le paradoxe. C'est cette jeunesse, j'ai nommé jeunesse 4.0, grandeur et décadence. On voit dans un premier tableau cette jeunesse qui suscite beaucoup d'admiration, mais dans ce deuxième tableau que je viens de dresser, c'est une jeunesse aussi qui est victime, qui est complice et parfois et très souvent actrice. Donc, ce deuxième tableau que je vais vous dresser et qui contraste un peu le premier que j'ai dressé, dit dans une certaine mesure, les jeunes sont victimes de la corruption dans la mesure où l'augmentation du taux de la corruption fait en sorte que l'excellence n'est plus valorisée. Et non seulement l'excellence n'est plus valorisée, mais l'accès à l'emploi et à la justice devient illusoire. Et pour avoir accès à la justice ou bien à l'emploi, ça exige parfois de payer des passe-droits à des personnes qui conviendraient d'appeler des corrompus. Donc, dans cette mesure, et comme ça a été évoqué hier dans d'autres panels, la jeunesse est également victime de cette corruption. Mais d'un autre côté, et ce qui contraste vraiment le premier tableau de cette jeunesse qui est une force nouvelle que je viens d'évoquer, c'est que les jeunes dont je fais partie, sont également, comment l'appelle-t-on, acteurs et complices de cette corruption. Je me suis amusé un peu à regarder les statistiques de l'Eurobaromètre et du baromètre mondial publié par Transparency, qui disait en 2014, j'ai essayé de trouver plus récent que ça, mais je pense que je me suis dit, je vais m'en servir de ces statistiques, qui disait en 2014 et en 2013 que 27% des jeunes âgés de moins de 30 ans avaient versé au moins un pot de vin au cours des 12 derniers mois. Ce qui montre ce côté de cette jeunesse, ce côté, disons, un peu sombre également de cette jeunesse. Quand nous prenons également les statistiques de l'Eurobaromètre et de la Commission européenne, qui avait montré en 2014 également que les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 27% des jeunes, 29% plutôt des jeunes âgés de 15 à 24 ans, trouvaient acceptable qu'on pouvait verser un pot de vin, donner de l'argent, ou offrir des cadeaux pour recevoir un service public. Évidemment, c'est là le paradoxe, comme je le disais un peu tantôt. Vous avez vu avec cette citation éloquente de Natacha Van, qui montre cette jeunesse qui est admirative, qui suscite beaucoup d'admiration. Mais ce deuxième tableau montre également cette jeunesse qui est vulnérable, victime, et également complice de cette corruption. Donc, face à ces deux tableaux, évidemment, les questions s'imposent. Et la première question qui s'impose, c'est de dire dans quelle mesure, comment faire en sorte que cette jeunesse comment faire en sorte que la jeunesse que je viens de dresser à travers ces deux tableaux soit un acteur clé de toute stratégie de lutte contre la corruption, quand dans une certaine mesure, on voit qu'elle semble être ignorée dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des stratégies censées juguler ce phénomène.
quand on voit en même temps que cette jeunesse, elle est à la fois victime, elle est actrice et elle est complice également de cette corruption. Ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, face à ces interrogations, il faut aussi comprendre que dans une certaine mesure, la question aussi est de savoir comment faire en sorte que la jeunesse qui a un important rôle à jouer ait cette capacité à résister à la corruption et qu'elle puisse prendre sa responsabilité qui la revient et participer de façon aussi considérable à la lutte contre la corruption. Et donc, ça arrive dans ce que j'ai appelé le contrat social. C'est vrai, ça a été évoqué hier toute la journée. Et certains l'ont dit d'une manière aussi crue. Et je pense que le renouvellement du contrat social, c'est un vecteur de réussite de toute stratégie de lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que je considère que le regard et l'implication de la jeunesse sont des clés qui permettent de débloquer les choses et de faire de toute stratégie une réussite. Et donc, renouveler le contrat social avec la jeunesse, pour moi, c'est réinvestir dans cette jeunesse. C'est non seulement réinvestir dans cette jeunesse, mais c'est de discuter avec cette jeunesse pour comprendre le rôle que cette jeunesse peut jouer en tant qu'acteur, le rôle que cette jeunesse peut jouer en tant que, comment l'appelle-t-on, partie prenante. Et donc, ça part par le point, je vais juste conclure. 2 minutes, je conclue avec eux. Donc, et reconnaître le rôle des jeunes en tant que partie prenante dans les stratégies de lutte contre la corruption, ça passe par là, et par le renouvellement du contrat social. Soutenir les initiatives menées par les jeunes dans la lutte contre la corruption également, c'est un enjeu majeur, un enjeu crucial, je considère qu'il faut mettre dans le renouvellement de ce contrat social. Investir en cette jeunesse à travers l'éducation et la formation pour la doter des valeurs nobles que je considère comme l'intégrité, l'honnêteté, l'objectivité, et développer des mécanismes, comme ça a été dit, que ce soit les réseaux sociaux, pour permettre à ces jeunes de partager leur expérience, d'exprimer leur connaissance sur la corruption et de voir dans quelle mesure elle peut impacter. J'aimerais juste conclure pour dire en 2 ou 3 points. Et à travers ce qui vient d'être évoqué, je pense que cette jeunesse, on se pose la question de qui dépend-elle. Évidemment, dans une certaine mesure, elle doit avoir cette responsabilité. Elle doit jouer son rôle qui devait normalement être évident. Mais également, elle dépend de vous aussi. Mais elle dépend de nous également. Elle dépend de tout un chacun. C'est pour dire que c'est une co-construction, cette jeunesse. Cette jeunesse, si on veut qu'elle soit au rendez-vous en Afrique en 2055, il faut qu'on décide tous de réinvestir dans cette jeunesse à travers le renouvellement du contrat social. Et je fais partie de ceux-là qui pensent que si cette jeunesse, avec le renouvellement du contrat social, cette jeunesse pourra être un acteur clé et important dans toute stratégie de lutte contre la corruption. Et elle sera vraiment quelque chose d'important pour l'Afrique de demain et l'Afrique en général, en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Fakdeba, pour cette intervention intéressante et riche. Alors, je donne tout de suite la parole à la salle pour gagner du temps. Nous avons 25 minutes. On prendra quelques questions, puis on redonnera la parole à nos amis panélistes. Donc, là, et puis là. Oh. Elle était avant vous. C'est habité, allez-y. Micro. Ah oui, c'est bon. Allez-y, mademoiselle. Présentez-vous et posez la question, s'il vous plaît. Merci. Question courte et précise. Merci. Bonjour. Ah oui. Bonjour, Yasmine Mli, étudiante en 2e année en licence de droit des affaires. Donc ma question, c'est une question de définition autour de la notion de corruption au vu de votre réitération de notions de confiance, d'équité et de mobilisation des jeunes. Quid du népotisme, de la culture du piston ou du capital social comme l'entend Bourdieu? Considérez-vous qu'il s'agit d'un volet de corruption comme l'estime Transparency International, vu que c'est une corruption du système nonobstant l'absence de dimension pécuniaire, et est-ce un sujet qui demeure tabou vu son omniprésence au sein des autres sphères? Merci. Merci. Là-bas. Merci. Allez-y, mademoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Nouha Belmahi, étudiante en 2e année Master International Finance à l'Araba Business School. Ma question que je souhaite poser, aujourd'hui on parle de jeunesse, de leur implication dans l'élimination de la corruption et tout. Ma question qui se pose est le fait,
nous sommes dans une ère de manque de confiance, à l'ère du piston, comme la première question l'a dit, et différents phénomènes de ce genre. Comment pensez-vous, la première étape, si on peut dire, qu'un jeune peut implémenter afin d'intervenir et de prendre l'initiative dans l'éradication de, comment dire, la corruption? Merci. Merci. Allez-y, mademoiselle. Vous avez le micro? Oui. C'est bon? Allez-y. Bonjour à tous. Je tiens premièrement à vous remercier pour vos différentes interventions. Je m'appelle Makita Naomi Lena, étudiante au Master 2 du juriste d'affaires internationales. Ma question s'adressera à M. Mzouri, notre doyen. Vous avez dit, je cite, la tricherie est une action qui peut s'inscrire comme forme de petite corruption. Opinion que je partage. Je citerai également une phrase qui a été dite lors du premier panel par notre lauréate. La corruption s'est normalisée et inscrite comme un comportement normal. De ce fait, quels sont les mécanismes pratiques que pourraient mettre en œuvre les universités et les écoles afin de lutter contre la tricherie? Merci. Allez-y, madame. Bonjour, je m'appelle Diallo Safiatou, étudiante en troisième année en licence de droit des affaires à l'Université internationale de Rabat. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants et panélistes qui sont passés. Et ensuite, j'ai une question, précisément deux questions. Une qui s'adresse à l'ensemble des intervenants et une autre pour Monsieur Fakdeba. Tout d'abord, je vais commencer par ma question principale et principalement, elle vise Madame Hanan et Monsieur Fadegba. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait essayer de sensibiliser la jeunesse. Ne pensez-vous pas qu'au lieu de sensibiliser la jeunesse, il faudrait aussi essayer de les sanctionner? Pourquoi? Parce que, étant une jeune, si je fais une erreur et que je prends part à la corruption, ne pensez-vous pas qu'au lieu de me sensibiliser et de m'apprendre à ne pas prendre part à la corruption, je devrais être sanctionnée pour montrer l'exemple aux autres jeunes qui pourraient faire la même chose et qui pourraient être dissuadés de faire la même chose? Et ensuite, comme deuxième question pour Monsieur Fadegba, vous avez parlé de renouveler le pacte social. Pensez-vous qu'il faut seulement renouveler le pacte social entre la jeunesse et les autres, c'est-à-dire les plus âgés, ou bien seulement entre la jeunesse de maintenant? Et merci. Merci. Allez-y, mademoiselle. Et bonjour, je m'appelle Oudah Sissou, je suis étudiante en Master 2 droit des affaires et fiscalité. Je vous remercie tout d'abord pour cette meilleure conférence. Ma question est, est-ce que le gouvernement ne pense pas à instaurer des plateformes dans lesquelles les citoyens peuvent demander leurs services, bien sûr, dans chaque domaine administratif, premièrement, pour faciliter les choses et gagner plus de temps, et deuxièmement, et le plus important, de s'échapper de la corruption, tout simplement. Merci. Et du côté de l'université Mohamed V également, des amis de Mohamed V, est-ce qu'il y a des universités? Oui, allez, là. Si, c'est bon? Oui, bonjour. Je me présente, c'est Sherka Khaoula, étudiante en M2 à l'Université internationale de Rabat, à l'école de droit, master juriste d'affaires internationales. Donc voilà, ma question est la suivante. Je n'ai rien entendu, allez-y. Ma question est la suivante. Donc par rapport, on a parlé d'une... C'est plus dans une approche juridique. On a dit que la corruption, un acte de corruption est sanctionné par la loi, par le code pénal. On a parlé d'action, d'agir, de contester les actes de corruption quand il le faut. Comment est-ce que peut-on protéger la partie lésée dans un acte de corruption, sachant que des fois on n'a pas de preuves tangibles? Donc voilà, je voulais savoir. Merci. Allez-y, tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Saïd Khalil, un étudiant en 5e année à l'ENCG Kenitra, option audit et contrôle de gestion. J'aimerais bien savoir, monsieur, est-ce que si le système éducatif marocain intègre la notion et la formation gouvernance dans le cursus académique de tous les domaines qui sont touchés par la gouvernance, comme l'audit, la finance, ça sera une solution qui est structurelle et non pas conjoncturelle comme les conférences, les sensibilisations, etc. Merci. Merci. Une dernière question. Votre voisin, ça sera le dernier. Bonjour, c'est Ayoub Liazidi, étudiant en 5e année audit et contrôle gestion. Donc ma question, c'est par rapport au système capitaliste. Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre du recul par rapport à ce système, au capitalisme, dans la mesure où la corruption peut être considérée comme une imperfection de système capitaliste et aux valeurs y associées, notamment la recherche de l'intérêt individuel
qui règnent des fois sur l'intérêt public, ce qui nous mène dans des zones de risque ou bien dans des pratiques frauduleuses. Donc, deuxièmement, il y a le rôle de la communication subliminale dans la concrétisation de ce que le monsieur a appelé la notion de contrat social, ou bien la notion de contrat psychologique comme étant un vecteur essentiel pour l'émergence de la confiance, de l'engagement, non seulement vis-à-vis la société, mais de l'écosystème en sa globalité. Troisième et dernière question, c'est par rapport à la crypto-monnaie et son rôle dans le contrôle de la traçabilité et le suivi des flux financiers illicites. Merci. Merci. Alors, si vous permettez, je vais donc redonner la parole aux panélistes. Ils auront 2 minutes chacun, 2 à 3 minutes. On respectera l'ordre de tout à l'heure, c'est Moussaoui. Je ne sais pas si notre ami Fijus va... Monsieur Fijus va rester avec nous pour répondre ou pas? Bon, parfait, allez-y. Donc, ils ont 3 minutes chacun. Donc, on leur offre 1 minute de plus. Yallah, bismillah, allez-y. C'est bon. Ouais, ça va. Alors, merci pour ces questions très pertinentes et assez importantes. Donc, assez importantes et pertinentes. Pour ce qui est de la définition de la corruption, est-ce que le piston, c'est une forme de corruption ou non? Au Maroc, on parle de choix et on croit qu'il s'agit juste des pots de vin, alors que la corruption est assez large et comprend d'autres actes. D'ailleurs, notre loi qui régit l'instance nationale de la probité de la prévention de la corruption et de la lutte contre la corruption a élargi cette définition pour dépasser le périmètre inscrit dans l'article 4 du code pénal pour comprendre aussi les abus de pouvoir et d'intérêt et bien d'autres actes de corruption. Pour ce qui est de la question, on doit faire quoi exactement pour impliquer les jeunes? Les jeunes ont besoin d'abord de leur donner leur chance. Ils sont présents, ils sont là, ils sont actifs. Ils répondent quand il y a une mobilisation, un appel à la mobilisation. Donc, j'ai cité le printemps arabe et il y avait en 2018 un mouvement de boycott d'un certain nombre de produits au Maroc. Donc, la jeunesse s'est engagée, malgré ce qu'on peut penser de cet acte. Les pouvoirs publics doivent instaurer des fondements pour engager cette jeunesse. Et également les partis politiques et les associations. Donc, j'ai été obligé de ramasser mon intervention pour respecter le temps. Donc, je peux citer une action de Transparence Maroc qui a duré depuis 2018, qui s'intitule Parole jeunes pour la redevabilité. Donc, qui s'y adressait aux jeunes acteurs, aux jeunes créateurs et aux jeunes des régions. Donc, la jeunesse au Maroc, il y avait une tournée dans toutes les régions presque du Maroc pour donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer en plus de leur présence sur les réseaux sociaux et leur intervention dans ces plateformes. Pour ce qui est de la plateforme électronique, pour que les jeunes puissent avoir leurs papiers et leurs pièces, donc M. Loudier, je pense qu'il a parlé de la digitalisation comme un facteur essentiel de la lutte contre la corruption et de faciliter la vie aux citoyens. Et je parle sous le contrôle de M. le Président, c'est Mohamed Bachir Rachdi. Donc, à l'instance, nous avons un rapport sur la digitalisation très détaillé qui expose cette thématique qui comme solution à plusieurs
manifestations de la corruption. Donc, je pense que c'est tout. Merci. Oui, Madame Rabi. Alors, pour répondre aux questions à connotation juridique, je commence tout d'abord par la première question. Est-ce que les coups de piston peuvent tomber sous le coup des sanctions de la corruption? Je vous renvoie aux différentes dispositions juridiques puisque les dispositions sont disparates. On a dans le code pénal des infractions de lutte contre la corruption, des infractions de lutte contre le trafic d'influence, c'est-à-dire les personnes qui peuvent utiliser leurs fonctions pour faire obtenir des emplois, et on a un ensemble de dispositions dans la loi sur le statut de la fonction publique, et pour chaque type de personnel d'établissement public, on a des incompatibilités, des obligations d'indépendance, d'impartialité, etc., qui peuvent jouer pour parfois prouver des faits de corruption aussi divers comme vous les avez cités. Donc, il n'y a pas que la corruption au sens strict que vous voyez dans le code pénal. Parfois, il faut aller chercher plutôt des dispositions d'ordre général qui font peser sur les fonctionnaires, sur certains agents de collectivités territoriales, des obligations de transparence, de reddition des comptes, d'impartialité, et même de déontologie dans certaines professions particulières comme les avocats, les magistrats, etc. Deuxième question qui m'était adressée directement par mademoiselle Safiatou, qui a dit: est-ce que la sanction des jeunes n'est-elle pas plus efficace que le fait de les sensibiliser? Je vous comprends tout à fait, mais comme vous le savez, pour sanctionner quelqu'un, encore faut-il que la responsabilité juridique soit mise en œuvre. Et si on veut mettre la responsabilité juridique en œuvre d'un jeune, il va falloir des preuves, il va falloir tous les mécanismes de l'action en responsabilité que vous connaissez, un fait générateur, un dommage, un lien de causalité, et en droit pénal, une infraction. Ce qui n'est pas toujours évident, et il va falloir peut-être aussi s'interroger si le jeune est mineur, pas mineur, etc., pour voir exactement quelles sanctions on peut lui faire appliquer. Troisième question de mademoiselle Houda qui s'est interrogée à juste titre sur la digitalisation des procédures de l'administration. Je vous renvoie à la loi 54-14 qui y a été adoptée récemment et qui traite de la digitalisation des procédures administratives. Aujourd'hui, beaucoup de nos ministères ont tout mis en ligne afin que ça soit accessible pour les citoyens. Il y a beaucoup d'autorisations qui sont téléchargeables. Il y a un grand effort qui a été fait, mais on a bien sûr des états d'avancement différents selon les différentes administrations, établissements publics et entreprises publiques. Une autre personne, tout à l'heure, Khaoula s'est posé la question de la preuve de la corruption. Je suis d'accord avec vous, la preuve est parfois très difficile, surtout pour les actes de petite corruption, mais pour les actes de grande corruption, on a de plus en plus de cas, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, dans lesquels il y a eu des sanctions retentissantes, parce que justement, quand il y a des pratiques anticoncurrentielles, quand il y a des conflits d'intérêts flagrants, des délits d'initiés, on arrive facilement par le biais de la liberté de la preuve commerciale, échange électronique, documents commerciaux, consentement explicite, donc des emails, etc., à mettre en œuvre la responsabilité, surtout des entreprises. Merci. Merci Madame professeure Rabi. Monsieur Fagdema. Merci beaucoup. J'aimerais juste intervenir par rapport à 2 ou 3 questions. La première qui cherchait à savoir comment penser que les jeunes peuvent intervenir à travers dans les mécanismes de lutte contre la corruption. Je pense que les jeunes ont un important rôle à jouer, que ce soit auprès des ONG ou des acteurs de la société civile, même au sein des universités, à travers, comment l'appelle-t-on, les clubs. Il y a un exemple qui est vraiment très frappant que j'ai lu pour le Mali, qui a instauré, c'est pas dans l'université, ce qu'ils appellent les clubs, les semaines de la jeunesse, où ce sont c'est organisé et géré par les jeunes qui promet des initiatives qui consistent à promouvoir les bonnes valeurs telles que l'intégrité et l'honnêteté, qui sont pour moi cruciales pour lutter contre la corruption. Je pense également que les jeunes aussi peuvent intervenir au sein de leur université en créant, je ne sais pas, peut-être des clubs. Et dans ce sens, et encore une fois, que ce soit bien soutenu par l'université ou bien par les acteurs qui interviennent
que ce soit qu'ils soient à l'université ou non. Donc, je pense que les jeunes ont leur carte à jouer dans ce sens. Même lorsqu'ils sont à des postes de décision, ils peuvent aussi intervenir à travers des propositions et discuter des projets de loi pour que ça puisse être fait. L'autre question, c'est les mécanismes, le renouvellement du contrat social. Est-ce que je pense que le renouvellement du contrat social, c'est entre les jeunes et les plus âgés, ou bien entre les jeunes et je pense que le renouvellement du contrat social, je parle, ce qui a été observé de façon très limite, c'est qu'on a observé une crise de confiance, non seulement une crise de confiance entre les jeunes et tout ce qui est fait comme politique publique ou politique nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes se disent, c'est toujours, ils nous disent à nous de faire le pas, or c'est toujours eux les plus corrompus. Déjà, à partir de ce prétexte, en partant de ce prétexte, c'est difficile que les jeunes puissent investir dans tout ce qui est mécanisme de lutte contre la corruption. Donc, pour moi, renouveler son contrat social, c'est également doter les institutions des mécanismes de lutte qui sont très efficaces à travers des systèmes d'intégrité qui doivent être fiables. Et système d'intégrité fiable, ça suppose pour moi doter les institutions des codes de conduite pour prévenir le comportement corruptif avant qu'il ne naisse. Là, on est dans ce qu'un de mes professeurs appelle, et tout le monde le sait d'ailleurs, la bonne gouvernance, qui consiste à mettre en place des actions préventives et non des actions curatives lorsque le mal est déjà là. Et il y a une dernière question sur laquelle j'aimerais réagir qui disait comment est-ce qu'il faut protéger la partie qui est lésée dans ce contrat social dont je parle, puisqu'on considère qu'il y a une certaine partie qui ne bénéficie, à qui cette corruption ne profite pas. Et effectivement, hier, ça a été démontré et ça a été discuté sur les panels qu'il y a une corrélation entre le taux de prévalence de la corruption et la pauvreté. Et effectivement, ça affecte les plus pauvres. Et je pense qu'il faut commencer par, ça a été évoqué dans une certaine mesure, à protéger les lanceurs d'alerte, ceux qui portent l'information, ceux qui participent au niveau des ONG, des sociétés civiles. Je pense qu'il faut commencer par les prendre en considération dans toute stratégie mécanique de lutte contre la corruption. Et en cela, je pense que chacun fera sa part. Juste pour finir, pour dire que j'ai fini mon propos en disant que chacun doit faire sa part dans cette stratégie ou bien dans ce combat. Depuis hier, on a entendu tout le monde, tous les intervenants parler de la loi Sapin 2. Ils parlent de la loi Sapin. Sapin, on ne fait que parler de cette loi. Je pense que lui, il a fait sa part. Je pense à nous aussi d'en faire la nôtre pour que ce combat soit gagné au niveau africain et plus de façon générale. Amen. Merci. Merci à mes amis, nos panélistes, pour leur brillante contribution. Merci également à tous ceux qui sont intervenus pour poser des questions. Merci pour la pertinence et pour la richesse. Alors, au terme de ce panel, je voudrais juste rassurer la jeunesse et être optimiste. L'avenir vous appartient. Nous restons tous très optimistes à ce niveau. Il faudra juste que l'ensemble des acteurs, publics et privés, vous éduquent, vous accompagnent, vous rassurent pour que vous jouiez votre rôle primordial au sein de la société. Que vous soyez au niveau de la responsabilité ou comme partenaire des responsables. Rassurez-vous, l'avenir est en rose, mais il faudra le préparer. La corruption est un vrai problème. Il risque de saper la légitimité des États. Si ça n'a pas commencé, puisqu'il y a eu des événements qui prouvent que c'était le cas. Il faut continuer à lutter contre ça. Et nous avons beaucoup d'espoir que les acteurs non étatiques, les acteurs associatifs, les acteurs qui sont au sein des États mais qui sont indépendants, comme notre instance de la probité, sont des acteurs sur lesquels on compte beaucoup pour la formation, pour l'accompagnement, pour la sensibilisation. Et je voudrais dire que l'école de droit au niveau et l'Université internationale de Rabat est ouverte à toutes sortes d'initiatives pour assurer des formations, pour accompagner dans des formations, pour recevoir toute l'ingénierie de notre instance avec ses experts pour qu'ils viennent expliquer aux étudiants qui sont aussi leurs enfants comment lutter contre la corruption, comment prévenir ce malaise qui est en fait le péché des péchés. Que Dieu nous en préserve. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas meilleure conclusion que celle de professeur Amin Mzouri, qui est en même temps le doyen de la faculté de droit de l'Institut des études politiques, juridiques et sociales
du Collège Management de l'Université internationale de Rabat. Je le remercie et à travers lui, je remercie l'ensemble des membres de panel qui ont réellement fait des interventions très pertinentes et preuve en est qu'ils avaient une bonne interaction avec la salle. Je souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur Nias, ici parmi nous. Alors, nous allons lever la séance tout de suite pour une demi-heure jusqu'à midi. C'est la pause café. Alors, comme hier, la pause café pour les étudiants, c'est au niveau de l'atrium et la pause café pour nos invités au niveau de la terrasse. Attendez, s'il vous plaît. Nous allons immédiatement après tenir la séance de synthèse avec la présentation de 5 rapporteurs qui sont des étudiants. Nous avons voulu, les organisateurs ont tenu à ce que le flambeau soit porté par les jeunes, par les étudiants, et c'est la raison pour laquelle 5 rapporteurs des étudiants que je vous demande de bien vouloir applaudir. Et immédiatement après, il y aura la séance de clôture par les organisateurs. Alors, je demande aux 5 membres